Nous posons la question tout à l'heure dans cette édition. Le budget exercice 2014, on en parle encore ce soir en rapport précisément avec les investissements de l'année dernière. Certains chantiers, vous le savez, continuent, des secteurs demeurent des priorités. Comment juguler donc l'exercice actuel et ces investissements? Nous aurons les explications dans ce journal. Et puis la politique au Burkina Faso avec le régime Compaoré qui enregistre des défections en cascade dans ses rangs. Quelles conséquences pour le pouvoir de Ouagadougou? Et voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. Au-delà donc désormais d'une simple injonction, eh bien le gouvernement togolais joue la carte de la fermeté. But de l'opération, redonner du sens à la formule connue de tous, l'eau c'est la vie. Mais pour nombre de producteurs de l'eau en sachet sur le marché aujourd'hui, ça semble un simple slogan. Certaines unités ont été tout simplement fermées ce matin. Arnaud Kitifou. Vous êtes convoqué pour le 23 mars et le 23 janvier pour faire avec nous, avec tous vos papiers. Là, c'est une visite inopinée, couplée de fermeture provisoire de ces unités de production illégale d'eau en sachet communément appelée Piowata. Le comité interministériel entend rappeler à l'ordre les sociétés installées sans agrément. Nous reconnaissons vraiment que l'autorité doit suivre ce qui se fait sur le territoire pour garantir la santé aux populations. Bon. D'une manière ou d'une autre, on est pénalisé. Nous sommes en train de suivre ce processus-là pour aboutir. Après l'adoption du Code de l'eau en 2010, assorti d'un cahier de charges pour réglementer l'installation des sociétés de distribution d'eau potable, le gouvernement passe à la vitesse supérieure avec la fermeture systématique de certaines sociétés qui ne répondraient pas aux normes de qualité. C'est pour vraiment amener tout le monde à se conformer à ce principe-là que nous sommes passés à l'action, à savoir fermer toutes les installations qui ne sont pas en règle. Donc être en règle, c'est tout simplement avoir un agrément. Et pour cela, il y a un cahier de charges qui est prévu à cet effet et que les uns et les autres doivent respecter. Dans tous les cas, c'est que tout le monde doit être en règle. Sinon, eh bien, la fermeture sera définitive. La fermeture provisoire va durer 7 jours. Les propriétaires devront se rendre le 23 janvier 2014 au cabinet du ministère en charge de l'eau pour étude de leur dossier. C'est le début d'une vaste campagne d'assainissement du secteur de l'eau. Elle vise à lutter contre la prolifération des sociétés de distribution illégale d'eau, souvent de qualité douteuse. Ceci afin de mettre à la disposition de la population une eau de qualité. Et on en voit justement, on en voit même de tout label aujourd'hui sur le marché, chacun vantant la qualité de sa production. Mais question ce soir, à quoi le consommateur peut-il reconnaître la qualité de l'eau en sachet? Qu'est-ce qui certifie cette qualité? Des questions, la réponse, Nathalie Panegui. Il suffit d'avoir une source d'eau ou un forage et une machine de production pour se faire des sous au détriment de la santé des populations. C'est ce qu'on est tenté de penser face à la prolifération des unités de production des sachets d'eau, appelées communément Piowata. Pour preuve, sur une dizaine d'unités visitées ce matin, aucune ne répond aux normes de production. Nous utilisons de l'eau de forage et ça sort par terre, bon, ça monte en haut dans le polytank. Bon, ça descend et c'est la machine qui traite ça. Au regard des publicités qui se font autour de ces eaux qui inondent le marché togolais, les consommateurs ne se rendent pas compte des mesures de conditionnement. Nous sentons que l'hygiène n'est pas respectée. Nous avons retrouvé les productrices d'eau qui n'ont pas d'habits vestimentaires recommandés pour la production. Également aussi, ils ne protègent pas leurs cheveux au cours de la production. Et le plus souvent, vous avez constaté, dans une structure, nous avons retrouvé de la terre dans la zone de production, qui n'est pas adéquat pour la santé humaine. Nous sommes allés dans une société ce matin, elle a fermé. Quand la société a commencé, quand elle a fait les analyses physico-chimiques, les eaux étaient de mauvaise qualité. Il y avait des nitrates, des nitrites. Donc c'était un signe que la zone est une zone de pollution. Et donc le sous-sol, vous voyez, nous sommes à Lomé, c'est la zone, l'erreur sédimentaire. Donc si dans ces zones, il y a eu des ordures ménagères qui ont été entassées, donc ce qui veut dire que par conséquent, le forage, s'il est réalisé, s'il n'est pas réalisé dans les profondeurs acquises, donc la nappe sera exposée. Et par conséquent, les populations aussi également sont exposées. Avant toute installation d'une unité de production d'eau potable, l'entrepreneur doit avoir l'agrément du ministère de l'eau.
C'est donc pour préserver la santé des populations que le gouvernement est beaucoup plus regardant sur ces unités de production de plus en plus nombreuses qui se créent et s'installent dans l'illégalité. Autre interrogation ce soir, celle sur le budget exercice 2014. On marque encore une pause sur cette loi de finances votée il y a tout juste une semaine par les députés togolais. Question toute simple, quels sont les projets phares arrimés à ce budget et comment se font les différentes répartitions? Et voici les éclairages avec Fallon Onegou. L'affectation des ressources budgétaires en 2013 a pris en compte le financement de la gratuité des ARV dans la lutte contre le VIH-Sida, l'indemnisation des victimes recommandées par la CVJR, la préparation de la CAN et des primes des éperviers, la préparation des législatives passées en dehors des réformes macroéconomiques, des grands travaux et des secteurs y afférents. Dans le souci d'optimiser des recettes, l'État togolais avait énormément misé sur les secteurs porteurs et les investissements pour capitaliser en termes de liquidité. Pour 2014, un point d'honneur est fait au développement participatif avec à la clé 191 milliards pour le social et 27,3 milliards pour le développement. Le budget 2014 est plus orienté vers le social. Donc ça va de soi avec cette naissance du concept de la croissance inclusive. Parce que depuis un certain temps, le Togo fait de la croissance, mais la croissance n'est pas portée vers les couches vulnérables. Donc c'est la question d'équilibrer les plus grands agrégats macroéconomiques. Donc il faut maintenant investir beaucoup dans le social et qui fait pratiquement 31% du budget. Maintenant, vous avez de l'autre côté, quand vous faites beaucoup de dépenses en matière sociale, il faut pouvoir équilibrer avec un investissement assez important dans la bonne gouvernance. Donc vous allez voir que le budget absorbe est beaucoup plus destiné aussi à l'amélioration de la gouvernance, ce qui fait pratiquement 156 milliards. Et ça, c'est pour les grands projets d'investissement et les grandes réformes. La dotation budgétaire de cette année va concerner certains programmes et projets déjà en cours et d'autres actions qui ont l'approbation des bailleurs de fonds. Lesquels fonds sont quelquefois inépuisés ou inutilisés. Divers projets phares sont néanmoins en perspective, notamment l'Office togolais des recettes qui entend recadrer les intrants économiques et fiscaux du Togo. L'initiative OTR qui prend beaucoup plus en compte l'amélioration de la fiscalité et la diminution de l'évasion fiscale et l'élargissement de la base fiscale de notre pays. Les grands projets d'investissement que nous allons connaître aussi vont se diriger vers le secteur du développement à la base, parce que nous avons beaucoup de bailleurs qui s'intéressent à cette question de la croissance inclusive et de la réduction de la pauvreté. Dans le secteur agricole aussi, où nous allons avoir beaucoup de bailleurs qui ont déjà financé beaucoup de projets, en l'occurrence la BIDC, qui investit beaucoup dans les projets tels que PASA, PADAT et PPAO, et qui vont à un moment donné tenter de booster le secteur agricole pour que ce secteur participe beaucoup plus substantiellement à la croissance. Vous avez aussi de l'autre côté ce problème de consommation même du budget d'investissement. Aujourd'hui, en 2014, nous avons pratiquement 26% du budget qui est alloué à l'investissement. C'est de trouver les meilleurs moyens pour que ce budget soit consommé à temps, malgré les réformes qui sont impulsées, en l'occurrence la mise en place des marchés publics. La crédibilité vis-à-vis des investisseurs et des bailleurs dépend de la santé financière de l'économie togolaise, pour laquelle il est alloué 101 milliards contre 88,2 milliards, soit une augmentation de 14,5% au titre d'appurement de la dette intérieure. Ce décaissement permettra de perpétuer la croissance en cas de manquement ou d'insuffisance pour l'exécution de certaines actions si le pays veut recourir à l'emprunt. Et ce qui nous intéresse aussi, en rapport toujours avec ce budget exercice 2014, eh bien, ce sont les investissements par rapport à 2013, l'année dernière. Certains chantiers, vous le savez, sont toujours en cours, des secteurs demeurent, des priorités. Alors, comment la présente loi de finances prend en compte tous ces paramètres? Les explications de Mathias Toulou. Le budget 2014 s'équilibre en recettes et en dépenses à 832,7 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 19,5% par rapport au budget 2013. Il se décompose en budget général pour 830,4 milliards de francs CFA et un compte d'affectation spéciale pour 2,3 milliards de francs CFA. Comme l'année dernière, le budget général 2014 vise en priorité la poursuite de l'amélioration de la croissance de l'économie.
l'investissement dans les secteurs à fort potentiel de croissance, la réhabilitation et la construction des infrastructures routières, la restauration des capacités de l'État à fournir les services de base tels que l'éducation scolaire, l'eau, la santé et l'assainissement s'inscrivent dans cette optique. Pour les dépenses d'investissement, il a été accordé 260 milliards. C'est la preuve que le gouvernement a tenu parole en investissant autant d'efforts dans ces secteurs qui sont source de croissance. Le gouvernement a tenu en compte les revendications sociales puisqu'il a été accordé 28 milliards de francs au titre des différentes doléances qui ont été exprimées par les différents syndicats. En plus de ces dotations, les ressources allouées aux axes de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi s'élèvent à 616,8 milliards de francs CFA, soit 74,3% du budget total. Le reste, soit 213,6 milliards de francs CFA, est destiné aux crédits globaux et à l'amortissement de la dette publique. La part relative de chacun de ces axes hors dette et crédits globaux se présente comme suite. 82,6 milliards, soit 13,4% pour l'axe 1 portant sur le secteur à fort potentiel de croissance. 162,1 milliards de francs CFA, soit 26,3% pour l'axe 2, à savoir les infrastructures économiques. 191 milliards, soit 31% pour l'axe 3, relatif au capital humain, à la protection sociale et à l'emploi. 153,8 milliards, soit 24,9% pour l'axe 4 portant sur la gouvernance. Et enfin, 27,3 milliards, soit 4,4% pour l'axe 5 concernant le développement participatif équilibré et durable. Une attention particulière est accordée à la poursuite de l'appurement de la dette intérieure de l'État afin de relancer l'économie nationale. C'est ainsi qu'une ligne de crédit de 101 milliards de francs CFA est prévue à cet effet contre 88,2 milliards de francs CFA en 2013, soit une augmentation de 14,5%. Il s'agit principalement de la lutte contre la pauvreté et pour ce faire, une attention particulière a été accordée aux activités génératrices de revenus pour les populations les plus démunies. La réalisation de ces mesures et actions programmées exige de la part du gouvernement efforts et sacrifices, mais aussi de la part des Togolais, adhésion et contribution pour le progrès de notre pays, le Togo. Le gouvernement, aujourd'hui, est déterminé à créer un environnement propice à la relance de la production et par voie de conséquence à la réduction sensible de la pauvreté des populations les plus vulnérables. Il est 20h13. L'actualité à l'étranger ce mardi, c'est d'abord le Sud-Soudan et les pourparlers entre le pouvoir de Juba et les forces anti-gouvernementales. Des pourparlers qui se poursuivent à Addis Abeba, mais parallèlement, les combats se poursuivent aussi sur place au Sud-Soudan. Le règlement du conflit au Soudan du Sud est suspendu au pourparlers à Addis Abeba entre représentants du président Salva Kiir et de son rival Riek Machar. Dans la capitale éthiopienne, ils auraient commencé à aborder les deux principaux points faisant l'objet de discussions. Ce qui est très urgent, c'est la question du cessez-le-feu et la libération des prisonniers politiques. Nous pensons qu'il est très important de créer une atmosphère constructive. Depuis le 15 décembre, le conflit entre forces gouvernementales et anti-gouvernementales recoupant des divisions ethniques a fait des milliers de morts et plus de 200 000 déplacés, certains ayant fui dans des pays voisins, comme ici en Ouganda. Les combats se déroulent près de champs pétroliers principalement exploités par la Chine, d'où la préoccupation de Pékin qui a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Addis Abeba pour faire pression sur les deux frères ennemis. La position de la Chine en ce qui concerne la situation au Soudan du Sud est très claire. Nous appelons à l'arrêt immédiat des hostilités et nous espérons que la loi et l'ordre seront rétablis très vite. Le président soudanais Omar el-Béchir lui aussi tente d'intervenir dans le conflit. Il s'est rendu hier à Juba pour rencontrer son homologue sud-soudanais Salva Kiir. Ensemble, ils se sont mis d'accord pour déployer une force mixte à la frontière afin de protéger les installations pétrolières. Nous garantissons que nous ne permettrons à personne de travailler contre le gouvernement de Juba à partir du territoire soudanais.
En dépit des pourparlers à Addis Abeba, les combats continuent et la communauté internationale ne se montre guère optimiste. Les Nations Unies ont fait venir à Juba du matériel supplémentaire pour renforcer les défenses autour des camps de déplacés et l'ambassade des États-Unis a fait évacuer l'essentiel de son personnel. Autre zone de conflit, la Centrafrique avec son lot de déplacer aussi ce conflit au relent interreligieux qui en vient même à jeter un imam dans un archevêché et c'est un moindre mal regardé. Au milieu des blindés français et des patrouilles de la force africaine, une famille fête un mariage à grands coups de klaxon. Instant de joie au milieu du chaos qui règne à Bangui. Malgré les 1600 soldats français et un contingent africain qui doit atteindre 6000 hommes, les violences perdurent toujours dans la ville. Au point que l'imam s'est réfugié à l'archevêché. Bien seuls les représentants catholiques et musulmans en appellent aujourd'hui à l'ONU. Moi, je fais partie de ceux qui ont écrit ouvertement pour demander à ce que les forces onusiennes, pour ne pas dire les casques bleus, viennent ici en République centrafricaine. Ce n'est pas minimiser, ni encore sous-estimer la force, la puissance de la MISCA, ni aussi de Sangaris. La ville est devenue vraiment une poudrière, où il faut beaucoup d'hommes. Et nous pensons que les Nations Unies ont la capacité vraiment de supporter cette mission. Une question débattue lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Un mois après l'intervention française, Sangaris, la situation sécuritaire et humanitaire est déplorable. Selon les dernières informations, environ 2 200 000 Centrafricains ont besoin d'aide humanitaire, soit près de la moitié de la population du pays. Un habitant sur deux de Bangui a trouvé refuge en dehors de sa maison. Mais l'ambassadeur tchadien a marqué sa réticence à un déploiement de casques bleus défendant la mission africaine en cours. Il a également annoncé la tenue d'un sommet régional extraordinaire le 9 janvier à N'Djamena avec tous les partenaires internationaux. Direction maintenant le Burkina Faso et ses démissions en cascade, nous l'annoncions en titre au sein du parti au pouvoir. Plusieurs proches et non des moindres du président Compaoré ont fait défection, l'a appris hier matin. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle situation pour un régime de plus en plus critiqué sur place? C'est ce que la presse du Faso tente de comprendre. Dans les salles de rédaction des principaux journaux burkinabés, les éditorialistes tentent de percer le mystère qui entoure les défections enregistrées dans les rangs du Congrès pour la démocratie et le progrès. Parmi les 75 membres du bureau politique national qui claquent la porte, figurent Roch Kaboré, l'ancien président du parti au pouvoir, Simon Compaoré, l'ex-maire de Ouagadougou, et surtout Salif Diallo, autrefois homme de confiance du président Blaise Compaoré. La démission de ces trois anciens dignitaires du régime en place depuis 1987 pourrait entraîner d'importants bouleversements au sein du CDP. Vu la qualité et l'importance politique des démissionnaires ou de certains de ces démissionnaires, c'est sûr que c'est des pans entiers du CDP qui vont être emportés. Il y aura des militants, il y aura des structures, que ce soit départementales, provinciales ou régionales, qui vont dans les jours à venir suivre. Créé en 1996, le Congrès pour la démocratie et le progrès fait face à sa première grave crise politique. Les démissionnaires dénoncent les méthodes de gestion du parti au pouvoir, fondées notamment sur l'exclusion, la délation et les intrigues. Leur départ du CDP annonce une possible recomposition de la vie politique au Burkina Faso. On a l'impression qu'il y a un nouveau parti qui sera bientôt créé. Si c'est le cas, que cela contribue véritablement à l'avancée de la démocratie burkinabé, pas à créer des troubles dont les victimes seront surtout des innocents. Pour Blaise Compaoré au pouvoir depuis bientôt 27 ans, la démission des ténors de son parti constitue sans doute un coup dur. Le chef de l'État qui tente de modifier la Constitution pour se présenter au scrutin de 2015 voit ainsi se grossir les rangs des opposants à son projet. Un projet que l'opposition burkinabé dénonce depuis plusieurs mois déjà. Elle appelle à une journée de protestation le 18 janvier prochain. Le reste de l'actualité sur le continent en quelques télégrammes et d'abord ces hommages, les derniers pour le jeune officier de l'armée congolaise assassiné dans le Nord Kivu. Il avait 30
25 ans, il a été tué par une roquette qui a visé son véhicule. À Kinshasa, gouvernement et militaires ont rendu un dernier hommage au colonel Mamadou Ndala, assassiné jeudi dernier au Nord Kivu. Cet officier très apprécié était considéré comme un héros pour avoir remporté plusieurs victoires dans l'Est contre les rebelles du M23. Les investigations sont en cours pour faire la lumière sur la disparition de ces vaillants militaires et tous les responsables des actes ignobles seront sanctionnés, quel que soit leur rang. Dans un premier temps, Kinshasa avait accusé les rebelles ougandais, mais 2 militaires des FARDC soupçonnés d'être impliqués dans cette attaque ont été arrêtés. Sécurité renforcée en Égypte, les Coptes ont fêté la Noël orthodoxe dans la peur des attentats. À l'occasion de cette fête, pour la première fois, le président égyptien par intérim s'est déplacé à la cathédrale pour offrir ses vœux au pape copte. Un geste symbolique apprécié dans la communauté chrétienne qui représente 10% des Égyptiens. En juillet dernier, le pape Théodore II avait approuvé le renversement du président Morsi. Des défenses d'éléphants brutes, d'autres déjà sculptées. En Chine, à l'heure qu'il est, tout cet ivoire a été concassé. 6 tonnes d'ivoire réduit en poudre, le résultat de plusieurs années de saisie douanière. Avec cette opération très médiatisée, la Chine a voulu envoyer un message à ceux qui l'accusent de ne pas lutter assez contre le braconnage. Le gouvernement chinois espère décourager ceux qui seraient tentés d'acheter cet ivoire illégal. La Chine représente les 2/3 de la demande mondiale. L'ivoire y est essentiellement utilisé pour la pharmacopée traditionnelle. Il était une légende du football algérien. Mustapha Zitouni s'est éteint à Nice à 85 ans. Défenseur de l'AS Monaco, le footballeur avait quitté la France clandestinement pour Alger en 1958 en pleine guerre d'Algérie à l'appel du FLN. Il rejoint alors l'équipe de football algérienne. Après plusieurs années en tant qu'entraîneur, Mustapha Zitouni a terminé sa carrière à Nice où il travaillait pour la compagnie Air Algérie. Retour chez nous, ce phénomène qui retient notre attention dans cette édition ce soir, les absences répétées dans l'administration publique togolaise. Certains agents en viennent carrément aux abandons. Quelles sont les mesures prises contre le mal? Nous posons la question dans un instant. Nous serons également à Sokolé pour une concertation sur la filière manioc. Enfin, le Lévira, on en parle aussi, la pratique est ancienne. Y a-t-il des avantages, des inconvénients? À tout à l'heure pour le savoir. D'abord, les fauteuils, voire les bureaux vides dans la fonction publique aux heures de service. Le phénomène devient monnaie courante. L'agent n'est pas présent à son poste sans motif valable. Pendant ce temps, les dossiers attendent. Quelles sont les mesures prises à cet effet? Ramdan Bassina s'est intéressé à la question. Au Togo, plusieurs milliers d'agents exercent dans la fonction publique. Ils sont censés travailler pour l'intérêt général. Mais force est de constater que beaucoup d'entre eux désertent leur service pour une raison ou une autre sans en informer leur hiérarchie. Cela s'appelle l'absentéisme sur les lieux de travail. Une question se pose alors, d'où provient ce laxisme qui porte atteinte au bon fonctionnement de l'administration publique? C'est les absents qui nous diront quels sont les motifs qui les obligent à s'absenter. Mais ce que nous déplorons, c'est que lorsque les gens s'absentent, les responsables devraient les signaler. Mais nous constatons que les responsables aussi parfois ont une certaine complicité et ne signalent pas l'absence de leurs collaborateurs. C'est ce qui est un peu déplorable. Donc il y a une responsabilité de la part de la hiérarchie parfois qui fait que les absents sont protégés. Pour pallier ce problème, une cellule de contrôle des effectifs et de la masse salariale a effectué une mission du 9 au 13 décembre 2013 dans les chefs-lieux des régions du pays. Cette cellule, qui a une existence permanente, regroupe des représentants des divers ministères. La mission voudrait juste faire une sensibilisation en ce qui concerne les responsables des administrations déconcentrées, puisque la cellule a travaillé avec les responsables au niveau central, notamment avec les responsables des ressources humaines et aussi des directeurs centraux.
même avec les secrétaires généraux et directeurs de cabinet. Mais la cellule a constaté que ce n'est pas seulement au niveau central qu'il y a des absents. Il y a des absents sur l'ensemble du territoire. Quand nous venons régulièrement au boulot, nous accomplissons cette mission d'intérêt général. Aujourd'hui, peut-être que nous n'avons pas les ressources nécessaires que nous attendons de l'État, mais ce n'est pas une raison pour que nous puissions nous absenter. Donc, nous devons accomplir cette mission pour laquelle nous-mêmes nous sommes engagés. Une nouvelle année vient de commencer. Cela suppose que les travailleurs de toutes catégories l'ont entamé avec de bonnes résolutions, surtout pour répondre à l'appel en tout temps à leurs différents postes de responsabilité. Voilà, la filière manioc, maintenant, nous l'évoquions tantôt avec cette rencontre de Sokode et sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Lévira, pour refermer cette édition, la pratique existe depuis la nuit des temps. Cette pratique selon la coutume, que Kodjo, par exemple, épouse la veuve de son frère, petit ou grand, défunt. La pratique a-t-elle des avantages, des inconvénients? A-t-elle encore cours de nos jours? Le Lévira, avantages, inconvénients, c'est le dossier de Nancy Charan avec Fallon Onikou. Dans certaines coutumes, les rites de veuvage portent atteinte à la santé physique et morale de la veuve qui, au lieu de porter le plus longtemps possible le deuil de son défunt mari, est livrée au Lévira. Une tradition qui veut que la femme endeuillée épouse le frère ou le proche parent du défunt. Aujourd'hui, des voix s'élèvent de plus en plus contre cette pratique. Le fait que c'est la femme a mon frère ou bien a un petit frère. Peut-être ils ont déjà des enfants. Ces enfants-là vont m'appeler papa. Et c'est moi qui dois les supporter. Et à la fois aussi, la femme que peut-être mon petit frère a connue, que moi encore je vais encore, peut-être, et où est-ce que je vais laisser ma femme? Que moi-même j'ai épousée, peut-être légalement, on a fait le mariage, c'est ce qui ne me permet pas aussi d'avoir une seconde femme. Je pense que c'est à cette raison-là que moi je ne pouvais pas reprendre cette femme comme une femme, une seconde épouse. On ne devrait pas forcer une veuve à épouser le frère du défunt avant qu'elle ne bénéficie de l'héritage. Ce rituel a des raisons qui le justifiaient dans le temps. De nos jours, il apparaît comme une violation pure et simple des droits de la veuve. C'est vrai que c'est dans les coutumes, dans nos coutumes, on fait peur aux femmes. On dit que si elles n'acceptent pas ces conditions-là, d'épouser le grand frère ou le cousin, ou de rester dans la famille et de prendre un époux dans la famille, elle va être poursuivie par le mari défunt, elle va être malade, elle va être ceci et cela. Et donc ça fait peur aux femmes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certaines régions encore, quand bien même il y a une loi qui interdit ce phénomène, il y a certaines femmes qui veulent qu'on leur fasse cela. Des dispositions doivent être prises à différents niveaux pour endiguer ce phénomène. C'est des dispositions qui existent dans le Code des personnes et de la famille. Il y a notamment l'article 53 et l'article 401 du Code des personnes et de la famille. L'article 53 dit que le mariage est prohibé entre parents. Donc entre parents en ligne directe à tous les degrés et entre parents en ligne collatérale, c'est-à-dire entre frères et sœurs, oncles, nièces, et entre tantes et neveux. Le mariage, ce genre de mariage est prohibé entre alliés, c'est-à-dire des parents en ligne directe entre époux et les ascendants et descendants de son conjoint. Donc, lorsque un conjoint décède, ses ascendants ne peuvent pas y prendre pour épouse la veuve de ce conjoint-là. L'article 411 dit que le conjoint survivant a le droit de refuser de se soumettre à des rites de deuil dégradant
ou de nature à porter atteinte à sa dignité. Le combat doit s'intensifier pour protéger davantage les veuves et leur permettre de se redonner une nouvelle chance de mariage quand et avec qui elles le veulent. Les victimes elles-mêmes doivent savoir que la loi est de leur côté et elle est utilisée par l'État et les organisations de la société civile pour décourager les tenants d'un certain ordre ancien qui comptent la veuve de leurs proches parmi leur héritage si celui-ci venait à mourir. Quelques communiqués avant de refermer définitivement cette édition du soir. Suite au constat d'ouverture anarchique de carrières de sable continental sans autorisation et pour limiter les dégâts liés à ces exploitations anarchiques, le ministre des Mines et de l'Énergie et le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières avaient décidé la fermeture des dites carrières sauvages à compter du 1er novembre 2013. Le ministre des Mines et de l'Énergie porte à la connaissance de tous les exploitants et transporteurs que les contrôles débuteront le lundi 13 janvier 2014 pour voir l'effectivité de la fermeture. Les contrevenants seront sanctionnés conformément aux tests en vigueur. Le ministre des Mines et de l'Énergie compte sur la collaboration et la compréhension de tous. Dernier communiqué, la direction du Fonds d'aide à la culture porte à la connaissance de tous les artistes et porteurs de projets dont la liste a été publiée dans le quotidien national Togo Presse numéro 91-84 du 17 décembre 2013, de passer à la direction du fonds, assise près de la maison du Hadj, non loin du site de la foire Togo 2000, pour le retrait de la notification de financement à partir du mercredi 8 janvier demain donc 2014 de 8h à 16h30. Par contre, les bénéficiaires de l'intérieur du pays peuvent retirer leur notification dans les directions régionales des arts et de la culture à compter du lundi 13 janvier 2014. Fin de cette édition. L'actualité ce soir, eh bien, c'est donc la fermeture de certaines unités de production de Piawata. Elles ne respectent pas les normes de qualité selon le gouvernement pour les eaux destinées à la consommation. Le gouvernement qui se montre donc ferme pour redonner du sens à la formule « l'eau, c'est la vie ». La météo dans un court instant. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Genève en Suisse sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement excellente fin de soirée chez vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce point météorologique sur la télévision togolaise, c'est le tout deuxième de cette semaine. Merci car vous l'accueillez chez vous. On va commencer avec l'analyse de la carte de surface du jour et regarder du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le front intertropical est toujours au sud des pays du Golfe de Guinée et chez nous, toujours au niveau de la région des plateaux, mais en occupant une position moyenne aujourd'hui de 7,30 degrés. Il est au nord d'Atapamé. Au cours des prochaines 24 heures, chez nous, au Togo, eh bien, le régime d'Harmattan que voici va dominer